Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas à bord d'un paquebot de croisière classique. Il n'y a pas de piscine à bord, pas de casino, pas de discothèque ni de centre de remise en forme. Nous sommes à bord de l'un des navires de l'Express côtier. Cette ligne a été mise en place à la fin du XIXe siècle par des marins intrépides. Tout l'intérêt de cette traversée était de pouvoir ravitailler le pays par la côte, surtout durant les longs hivers où le climat difficile, bien souvent, bloquait totalement les routes. Aujourd'hui encore, les hivers rudes ne facilitent pas le transport en Norvège et la ligne de l'Express côtier reste le moyen de transport privilégié pour les personnes et les marchandises. La mission de la flotte est donc de ravitailler les régions les plus éloignées de la Norvège, du sud au nord jusqu'à la frontière russe. Chaque jour, un bateau part de Bergen en direction de Kirkenes. Un voyage de 7 jours, où tout au long des 34 arrêts portuaires, le navire assurera sa mission de service public. La ligne, composée de 11 navires, assure une rotation permanente de façon à ce que chaque port soit desservi au moins une fois par jour. Pour découvrir ces cargos hors du commun, nous embarquons en plein hiver sur l'un des bâtiments, le Kong Harald. Le Kong Harald est un bateau moderne de plus de 120 mètres. Il a été mis en service en 1993 et tient son nom du roi norvégien Harald. Doté de moins de 500 cabines, le nombre de passagers à bord du Kong Harald est fluctuant. Il est composé d'une cinquantaine de membres d'équipage, des passagers norvégiens voyageant de ville en ville, mais également de touristes venus des 4 coins du globe. La présence de touristes est relativement récente à bord de l'Express côtier. Elle date des années 80. D'abord peu nombreux, les touristes devinrent un moyen complémentaire de rentabiliser une ligne coûteuse. Les bateaux ont dû être modifiés en conséquence pour offrir tout le confort d'une croisière atypique. Cependant, même si la ligne de l'Express côtier propose des croisières, nous sommes ici loin des dimensions des bateaux de croisière ordinaires, où le nombre de passagers à bord est au minimum de 3000. Ici, il n'est pas question de se consacrer uniquement aux touristes. La mission de service public des bâtiments demeure prioritaire et passe avant le confort des voyageurs. Ils sont considérés comme des invités à bord. Les navires doivent avant tout assurer leur mission et tenir les horaires. Pas question de traîner durant les escales. Si l'on veut continuer le voyage, il vaut mieux respecter le timing. En cas de retard pour l'embarquement, le bateau n'attendra pas. Mais alors, si les activités sont rares à bord du bateau et que l'accent n'est pas mis sur les voyageurs, que viennent donc faire des touristes dans ces cargos ? La réponse est simple. Ils viennent découvrir les paysages d'une beauté à couper le souffle qu'offre la côte norvégienne. Un véritable tableau vivant défile sous les yeux des passagers, un spectacle de glace qui, au fur et à mesure de l'avancée du navire, devient de plus en plus spectaculaire.
Relier Bergen à Kirkenes est aujourd'hui une formalité pour les 11 navires de la ligne qui effectuent en rotation permanente ce parcours. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'idée d'une ligne maritime a été lancée en 1893. À l'époque, les routes étaient souvent bloquées et l'acheminement du courrier pouvait durer plusieurs mois. Le voyage était ardu. Les dangers de la navigation entre les fjords étaient grands et seuls quelques intrépides s'y étaient aventurés. Richard Worth fut le premier à assurer un service de poste régulier sur la ligne. Le succès de l'entreprise fut une véritable révolution, à tel point que tout le long du périple, le navire et l'équipage étaient accueillis par des fêtes populaires. Une institution nationale venait de naître et la ligne maritime de l'express côtier devint aussitôt partie intégrante du patrimoine national. La voie était ouverte. Bientôt, été comme hiver, les habitants des villages les plus reculés verraient leur isolement rompu. Aujourd'hui, le trajet n'est plus aussi compliqué. Les progrès de l'informatique ont beaucoup simplifié la navigation. À la passerelle, centre de commandement du navire, il est désormais possible de laisser le bateau en pilotage automatique. À la pointe de la technologie, les équipements des navires de la flotte sont régulièrement renouvelés. Mais rien ne remplace jamais l'humain, et aujourd'hui encore, il serait impossible de laisser le commandement du navire à une simple machine. Les ordinateurs demeurent à ce jour dans l'incapacité d'éviter de rencontrer un iceberg ou d'anticiper l'éventualité d'une collision avec une autre embarcation. Les bateaux de la ligne ont la particularité d'être très peu profonds, pas plus de 4,80 m, et cela pour une raison simple. Les profondeurs des eaux de la côte norvégienne ne dépassent pas toujours les 5 mètres. Le bateau se doit donc, pour être stable, d'être très lourd. La quantité de fuel embarquée au début du voyage est de 242 tonnes, soit le double du poids consommé durant le trajet. Et en plus de l'eau douce nécessaire, d'importantes quantités d'eau de mer sont embarquées dans la soute en guise de ballast. La salle des machines s'avère particulièrement impressionnante. Impressionnante par sa taille, mais aussi par sa propreté. Les 4 puissants moteurs du Kongarald, 2 principaux et 2 secondaires, lui assurent une vitesse moyenne de 26 km/h. Il faut non moins de 7 personnes pour faire fonctionner la salle des machines, dont le bruit se propage sur tout le navire. Le rythme de l'équipage est particulièrement soutenu. Il bénéficie d'un mode de fonctionnement très particulier. Chaque poste sur le navire est doublé, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipage, de la femme de ménage au commandant, a un homologue qui prend le relais durant ses absences. 3 semaines en mer, 3 semaines à terre. Voilà le rythme de vie auquel doit s'adapter tout l'équipage. Pendant les 3 semaines en mer, pas de répit. Les horaires vont pour la plupart de 8h à 22h, avec des rythmes particuliers pour la passerelle où l'on se relaie toutes les 6 heures. Sans compter que certaines escales ont lieu la nuit et que le personnel chargé du fret des marchandises et du transport des passagers doit être toujours prêt. Il n'y a pas de week-end pendant 3 semaines et globalement très peu de repos. Une salle de gym et un espace de relaxation sont bien prévus pour l'équipage, mais peu en profitent vraiment. Toutefois, personne ne se plaint. Lael,
qui s'occupe à la fois de faire le ménage des cabines et du service des 3 repas en restauration, nous avoue que même si le rythme est dur à soutenir, la rémunération est motivante et les 3 semaines payées à rester chez soi compensent bien les 3 semaines passées en mer. Certes, la vie de famille n'est pas simple, mais l'on s'y habitue. D'ailleurs, le personnel est très fidèle à la ligne. Ici, tout est fait pour développer un esprit de famille. La composition de l'équipage ne varie pas, et quand vient le temps de se faire relayer, c'est tout l'équipage qui change d'un coup. Chacun a sa cabine sur son bateau et n'en change jamais. Travailler à bord de l'Express côtier est toujours perçu comme un privilège par chacun d'entre eux. Les repas prennent une importance particulière à bord. Lorsque l'on est en mer et que les escales sont à n'importe quelle heure, les seuls points de repère à bord se nomment le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pour preuve, la file d'attente habituelle devant les portes du restaurant et la foule se précipitant à l'ouverture de ces dernières. À table, comme souvent à bord, on prend son temps. On savoure ce moment de convivialité. Les repas offrent l'occasion de faire des connaissances et de se raconter les expériences de la journée. Quand les repas ont une telle importance, la pression doit monter en cuisine. 300 personnes à nourrir 3 fois par jour, sans compter le snack. Mais, bien loin de la panique attendue, l'ambiance en cuisine est des plus sereines. La préparation des repas se fait dans le calme, chacun absorbé à sa tâche dans des cuisines d'une propreté éclatante. Le moment du service est plus délicat. Le temps imparti est court et la tension est palpable. La nuit, à bord de l'Express côtier, a quelque chose de magique. Un calme presque surnaturel règne sur les pontons du navire. Le spectacle qu'offre le paysage n'a plus rien à voir avec celui de la journée. Plus de glace, plus de neige, plus de mer. La nature se cache derrière un épais rideau noir pour faire place aux lumières des hommes. Les lumières du bateau lui confèrent une autre dimension, où chaque recoin, ignoré le jour, révèle la nuit son aspect insolite et esthétique. Dans les ténèbres, le paysage n'est plus l'attraction. C'est le bateau en lui-même qui devient spectacle. Cependant, la côte n'est pas en reste. Les lumières des ports et des villes régalent les yeux, et même les usines croisées offrent une vision quasi féerique. Les passagers qui souhaitent profiter de la nuit peuvent s'adonner à cette contemplation ou profiter des salons pour discuter tranquillement ou encore laisser parler leur corps. Les arrêts portuaires sont aussi nombreux la nuit que le jour, et le manège incessant du navire continue malgré les horaires tardifs. Des passagers embarquent et débarquent. Le balai du chargement des marchandises se poursuit. À la passerelle, seuls les instruments de bord jaillissent de l'obscurité. Un calme et un silence troublant règnent tandis que le commandant scrute toujours l'horizon. Le danger est plus important la nuit.
croiser une petite embarcation, peu lumineuse et toujours possible, il faut redoubler d'attention. Au salon panoramique, les curieux se font plus rares. L'ambiance est au calme. On se distingue à peine. Quelques personnes attendent toutefois patiemment dans la pénombre. Ils espèrent apercevoir le plus impressionnant spectacle que peut offrir le voyage en hiver. Celui des voiles de lumière qui tout d'un coup embrasent le ciel, des brumes de couleurs incroyables semblant émaner tout droit d'un autre univers, les aurores boréales. Au moindre signe donné par la passerelle, quelle que soit l'heure, les chasseurs d'aurore se précipitent sur les ponts du bâtiment et scrutent l'obscurité. Cette année n'est pas propice aux aurores. Celle de ce soir se distingue à peine à l'œil nu. La caméra est battue. Les chasseurs repartent déçus, mais reviendront malgré tout guetter toutes les nuits, avec espoir. Les journées à bord du Konge Harald sont rythmées par les arrêts portuaires. Régis par un horaire fixe, ils permettent aux Norvégiens d'utiliser l'express côtier comme moyen de transport pour aller d'une ville à l'autre de la côte. Ici, on voyage en famille, entre amis. Les Norvégiens se sentent chez eux à bord du navire. La durée des escales varie selon l'importance des ports où le bateau s'arrête. Dans certaines petites villes, l'arrêt dure à peine une demi-heure. Dans d'autres, il peut durer jusqu'à 4 heures. L'express côtier doit pouvoir tout transporter, du poisson frais à ce vieux taxi américain dont la présence peut surprendre. Une fois embarqués, les différents produits sont répartis à l'intérieur de la soute selon une rigueur toute norvégienne. Mais il est des transports spéciaux auxquels le navire doit également faire face. Ainsi, il arrive que des cercueils soient transportés, une pièce spéciale leur étant réservée. Dans le cadre de sa mission d'État, le bâtiment peut également avoir à participer au transfert de prisonniers. Tous les navires de la flotte sont donc étonnamment pourvus d'une prison. Ces demandes particulières sont rares. Et la plupart du temps, les marchandises transportées n'ont rien d'aussi atypique. Néanmoins, elles font partie du cahier des charges de l'État norvégien. Lors des escales longues, les voyageurs ont la possibilité de participer à des excursions. Organisées par la compagnie, ces étapes sont la seule concession faite aux vacanciers. Visites guidées de certaines villes, scooters des neiges et balades au musée sont au programme. Parmi ces excursions, l'une des plus typiques reste le voyage en chien de traîneau. Malgré le peu de temps disponible, une fois décompté le trajet en car, il est très impressionnant de voir les près de 300 magnifiques chiens de l'exploitation et de découvrir les joies d'une balade en traîneau où l'on découvre la beauté des paysages enneigés.
Également au programme, une visite symbolique s'il en est. La visite du Cap Nord. Contrairement aux idées reçues, le Cap Nord n'est pas le point le plus septentrional de l'Europe, mais il le représente symboliquement par le caractère majestueux de son environnement. La symbolique est également très forte lors du passage par le navire du cercle polaire. À cette occasion, l'équipage organise une cérémonie bien particulière où le dieu Neptune en personne vient baptiser à sa manière les voyageurs ayant franchi ce cercle mythique. En dehors des escales et des rencontres avec les dieux marins, chacun occupe son temps comme bon lui semble. Rien n'est organisé. Chacun est libre de gérer sa journée à sa guise. Le bateau est vaste et de nombreux salons sont disponibles. De la bibliothèque au salon panoramique, idéal pour profiter des paysages en restant bien au chaud, la déambulation entre les différents espaces du navire occupe beaucoup. Mais le véritable spectacle, la réelle motivation des vacanciers et des Norvégiens reste d'aller passer ses journées sur le pont et de profiter de la beauté de la nature. Compte tenu de la position particulière de la Norvège, les habitants du pays sont les premiers à s'inquiéter des changements climatiques. En effet, l'Arctique norvégien devient de plus en plus chaud et de plus en plus humide. Cette réalité sensibilise beaucoup les Norvégiens, peuple très proche de la nature. D'ailleurs, en dehors des villes, majoritairement construites en bois, la plupart des habitants possèdent une petite cabane isolée, le plus souvent sans eau et sans électricité. Ce qui n'empêche pas la Norvège d'être le 5e principal exportateur de pétrole au monde. De fait, la navigation des pétroliers génère énormément de suie dans l'Arctique et des efforts doivent être effectués dans ce domaine, faute de quoi la température pourrait, selon les dernières études, augmenter de 8 degrés durant ce siècle. Il est inenvisageable que les Norvégiens n'agissent pas pour changer les choses. La nature est ancrée dans leur culture. La mythologie norvégienne accordait déjà une place essentielle aux dieux de la nature, les Vannes. La brume, les montagnes, la mer ont donné naissance dans l'imagination des gens de l'époque à toutes sortes d'êtres surnaturels,
relatée par les multiples contes et légendes de la Norvège. Elfes, géants, valkyries et trolls peuplent toujours l'imaginaire. Et attention, si vous rencontrez un troll, il ne supporte pas qu'on maltraite la nature. Mais si vous vivez en harmonie avec elle, il restera près de vous et vous portera bonheur.